Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier Facebook Live de Ressources Humaines sans frontières. Euh, Premier Facebook Live qui est consacré aux nouveaux chiffres de l'esclavage moderne. Et donc nous allons nous poser une série de questions. Que nous apprennent ces chiffres? Que recouvre exactement l'esclavage moderne? Que peut-on faire en tant que consommateur pour lutter contre l'esclavage moderne? Et enfin, quelle est la situation de la France par rapport à l'esclavage moderne? Alors pour répondre à toutes ces questions et pour répondre à vos questions en direct, vous êtes donc en notre compagnie. Je m'appelle Estelle, je suis chargée de projet à Ressources Humaines sans frontières et donc je vais animer ce Facebook Live. Et puis pour répondre à vos questions et vous apporter des éléments de compréhension, je suis donc accompagnée d'Aziz, qui est directeur opérationnel à Ressources Humaines sans frontières. Alors, si certains d'entre vous connaissent déjà Ressources Humaines sans frontières, je vous invite à liker cette vidéo, donc en cliquant sur j'aime. De cette manière, je saurai qui est là, je saurai qui vous êtes, quelle est votre relation avec Ressources Humaines sans frontières. Et si vous ne connaissez pas Ressources Humaines sans frontières, je vous invite à poster un commentaire en indiquant comment vous nous avez connus, comment vous avez connu cette vidéo. Ce qui nous permettra, voilà, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de bien comprendre qui vous êtes. Voilà. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais demander à Aziz s'il peut nous décrire en quelques mots notre ONG, donc Ressources Humaines sans frontières. Bonjour à tous et bonjour à toutes celles qui sont présentes pour ce Facebook Live. Donc, en quelques mots, qu'est-ce qu'est RHSF, Ressources Humaines sans frontières? Donc, c'est une ONG qui a plus de 12 ans et qui a été créée en fait avec une vision qui est faire en sorte que les gens vivent, que les personnes puissent vivre dignement de leur travail ici et là-bas. Donc, c'est pour pouvoir agir et lutter contre le travail forcé, contre le travail des enfants et contre les situations de travail indignes. Donc, en gros, nous, on mène des projets pilotes en France et à l'étranger sur le terrain pour autour de trois mots-clés. Le premier qui est refuser ces situations indignes. Le deuxième, c'est comprendre pourquoi il y a du travail forcé, pourquoi il y a du travail des enfants et quelles sont les situations, les causes et les conséquences. Et enfin, agir auprès des entreprises, agir auprès des consommateurs, agir pour que ces personnes-là ne se retrouvent plus en situation de travail forcé, de travail des enfants. Très bien. Alors, si nous vous proposons aujourd'hui ce Facebook Live, c'est en réaction à la publication le 19 juillet dernier d'un nouveau rapport de l'ONG australienne Work Free Foundation, rapport qui présente de nouveaux chiffres sur l'esclavage moderne. C'est ce qu'on appelle le Global Slavery Index, l'indice mondial de l'esclavage. En fait, il s'agit de l'étude qui est la plus large et la plus complète à ce jour sur l'esclavage moderne dans le monde. Donc c'était très intéressant de vous la présenter aujourd'hui. C'est une étude qui couvre pas moins de 167 pays, une étude qui fait 300 pages. Et donc pas d'inquiétude, 300 pages oui, mais on en a tiré pour vous les informations essentielles et on va vous aider donc à les comprendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer dans une première partie de ce Facebook Live de décrypter pendant une dizaine de minutes ces informations clés. Et puis, dans un second temps, nous répondrons à vos questions en direct. Donc, avant de rentrer dans la partie décryptage, je vous invite à partager la vidéo dès maintenant si vous souhaitez que vos amis la regardent en direct et puissent suivre donc cette partie décryptage avant de poser leurs questions. Alors, première question à l'attention d'Aziz. Aziz, pour commencer, tout simplement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'esclavage moderne? Alors, déjà, pour un petit moment de contexte, aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet et c'est la journée mondiale de la dignité des victimes de traitement humain de l'ONU. Donc, c'est une journée aussi un petit peu particulière. Et en fait, pour définir un petit peu ce que c'est que la situation d'esclavage moderne, en gros, c'est une situation d'exploitation pour laquelle une personne ne peut pas refuser ou s'extraire pour plusieurs raisons qui peuvent être de la menace, de la violence physique, ça peut être aussi des mensonges, de la coercition, etc. Donc ça, c'est ce qui concerne l'esclavage moderne. Et après, si on veut revenir un peu plus dans le sujet à nous, ce qu'est le travail forcé, en gros, le travail forcé, il y a une définition de la Convention 29 de l'ONU qui définit comme étant tout travail exigé de l'individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Donc ça, c'est une définition, on va dire, légale. Et de cette définition légale, on en sort en fait
4 séries d'indicateurs qui nous permettent de définir s'il y a un risque potentiel de travail forcé sur une situation. La première, c'est ce qui concerne le consentement. Est-ce que la personne s'est offerte de son plein gré? Est-ce qu'elle a accepté son travail? Est-ce qu'elle est au courant des conditions de travail pour lesquelles elle a signé? Après, ça va être, après le consentement, ça va être la contrainte. Est-ce que la personne a subi quelques menaces, que ce soit violence, coercition, pour aller pouvoir travailler? Le troisième indicateur, c'est l'isolement. Est-ce que la personne est en capacité de pouvoir euh, euh, échanger? Est-ce qu'elle pouvoir se faire représenter? Est-ce qu'elle a en capacité de pouvoir parler au niveau linguistique? Est-ce qu'elle connaît la langue si c'est pour un migrant? Ou est-ce qu'elle a une personne qui peut la représenter ou traduire pour elle les différents échanges qu'elle peut avoir avec son employeur? Et le dernier indicateur, c'est l'autonomie. Est-ce que la personne a la capacité donc d'avoir la liberté de mouvement? On peut le voir notamment par la restriction de passeport. Donc ça, c'est 4 indicateurs assez rapides, une définition assez rapide de ce que peut être le travail forcé, sachant qu'il y a beaucoup d'informations, on vous dira après, beaucoup d'informations sur notre site internet. Oui, effectivement, on vous donnera les liens plus tard. Alors, dans ce rapport, donc on estime le nombre de victimes d'esclavage moderne à 40 millions, dont 25 millions de victimes de travail forcé. Est-ce que ces chiffres sont véritablement nouveaux? Alors ces chiffres sont nouveaux depuis à peu près un an, donc c'est vraiment les derniers chiffres qui sont sortis en septembre 2017. Donc c'est vraiment une coalition un partenariat avec donc l'ONG Work Free Foundation et l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, qui travaillent chacun sur une estimation et qui sont mis ensemble pour essayer d'avoir des chiffres les plus affinés possibles sur le phénomène du travail forcé et également du travail des enfants. Donc on avait des chiffres qui dataient de 2012, mais là on a de nouveaux chiffres de 2017 où on se retrouve avec 25 millions de personnes en situation de travail forcé. D'accord. Et alors, le rapport de cette année présente le rapport qui est paru le 19 juillet dernier, revient sur ces chiffres, mais il adopte aussi un point de vue original puisqu'il se concentre, il met en lumière la situation des pays du G20. Alors, Aziz, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce focus? Alors, c'est un focus qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils se sont focalisés non pas seulement sur les pays, sur la responsabilité des pays à l'intérieur même de leurs frontières. La France, ce que j'ai oublié un petit peu de préciser avant, c'est que la France, c'est 129 000 personnes en situation d'esclavage moderne à l'heure actuelle, donc ce sont des estimations de l'ONG. C'est l'Europe est la région où le phénomène de travail forcé d'esclavage moderne augmente de plus en plus, notamment avec la crise des migrants. Donc on se retrouve avec un phénomène à l'intérieur de nos pays, à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de la France qui est présent, mais la responsabilité ne s'arrête pas à l'intérieur de nos pays, mais s'arrête aussi, elle continue aussi à l'extérieur parce que faut savoir, avec la mondialisation, avec la globalisation de l'économie depuis des décennies, donc les importations se font de plus en plus importantes, notamment l'importation de produits, de biens qui viennent de pays, ce qu'on appelle des pays à risque. Et donc c'est assez intéressant d'avoir un point de vue où on voit en fait d'où proviennent les produits, de quel pays, quels sont les produits à risque, les pays à risque, et en fait en France on s'aperçoit qu'on importe énormément de produits qui proviennent de zones à risque. Effectivement, oui. Donc effectivement, ce qui est intéressant aussi avec ce focus, c'est que souvent, et on l'a vu notamment dans les commentaires autour de ce Facebook Live cet après-midi, souvent quand on pense à l'esclavage moderne, on pense aux pays les plus pauvres. Et donc, loin des idées reçues, en réalité, les pays du G20, et la France en fait partie, sont concernés, et comme le disait Aziz, à double titre. À la fois parce qu'il y a des victimes sur nos territoires, et puis parce que nous importons des produits dits à risque. Si je reviens sur le chiffre de 129 000 victimes dont parlait Aziz, victimes sur le sol français, victimes d'esclavage moderne, ce chiffre est donc en fait 10 fois plus élevé que le chiffre qui était annoncé par le même acteur, par la même ONG, il y a 2 ans, dans le Global Slavery Index de 2016. Alors, comment expliquer que ce chiffre a été multiplié par 10? Alors, deux raisons en fait, deux raisons principales. Une raison qui est
on va dire, un peu de mathématiques, statistiques, c'est-à-dire que l'ONG a réussi à développer une méthodologie qui permet de prendre en compte énormément d'indicateurs, donc c'est assez complexe. Des indicateurs tels que bon, le nombre de victimes déclarées, le nombre de victimes d'actions en justice pour donc traite d'êtres humains, l'impact des lois, etc. Donc beaucoup d'indicateurs, de recherche aussi sur le sol français, mais également donc ça c'est, on va dire, on arrive à identifier un peu plus facilement le nombre via les avancées un petit peu statistiques. Mais ça, c'est une première partie. Une deuxième partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la France, avec la crise des migrants, la France tout comme l'Europe, est la région où l'esclavage moderne a le plus progressé, notamment du fait de la crise des migrants. Et également, notamment aussi l'ouverture de l'Union européenne avec le phénomène des travailleurs détachés, travailleurs étrangers, etc. Donc on voit de plus en plus des situations d'exploitation en France, en Europe, notamment en Angleterre, au sud de l'Italie avec la tomate, avec la mafia, etc. Donc on en voit de plus en plus, et même nous en HSF, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de situations en France. Ouais. Donc effectivement, c'est bien une situation qui existe sur notre sol. Et comme tu le disais tout à l'heure, Aziz, donc nous sommes concernés à un deuxième titre en tant que consommateurs français, en fait, puisque la France, selon ce rapport, serait donc le 5e plus gros importateur de produits à risque dans le monde, avec des importations qui s'élèveraient à 16 milliards de dollars en une année de produits donc à risque d'esclavage moderne. Alors Aziz, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Alors ça veut dire c'est que cet indicateur de 16 milliards, ça correspond à 5 produits. On a le textile, l'électronique, le cacao, la pêche et le bois. Donc on a vraiment 5 produits les plus déterminants, là où on a vraiment énormément de risques et aussi un volume d'importation assez important. Mais sachant qu'il y a plein d'autres produits donc qui ne sont pas cités là, mais on peut citer par exemple la banane, le café, etc. C'est des produits sur lesquels nous, à RHSF, dans nos missions, dans nos actions, on s'aperçoit qu'il y a des problématiques de travail des enfants, de travail forcé. Donc là, ils sont focalisés, ils ont fait une étude sur 5 produits. Donc ça veut dire qu'en gros, la France importe 16 milliards de biens de ces produits-là, de ces 5 produits-là. Et en gros, ces produits-là proviennent principalement de pays à risque. Donc ça peut être la Malaisie, la Chine, Taïwan, le Brésil, etc. Donc c'est intéressant de voir, comme je disais tout à l'heure, l'impact des biens de consommation que nous, on peut acheter au quotidien, d'où ils proviennent, de quelle région ils proviennent. Et, voilà, et surtout que la chaîne de sous-traitance est complexe, elle est opaque, il y a des acteurs multiples et c'est très compliqué pour un acteur français de vraiment dénouer un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment important de voir ne serait-ce que l'ampleur du phénomène de l'importation de biens et d'où ces produits-là proviennent. Oui. Et alors face à tout cela, on a l'habitude de dire à Ressources Humaines Sans Frontières que chacun peut agir. Donc chacun, c'est évidemment les entreprises, les collectivités locales, les comités d'entreprise, les syndicats, etc. Mais c'est aussi les consommateurs. Alors, que peut-on faire en tant que consommateur? Alors, en tant que consommateur, le premier réflexe va être de boycotter, de boycotter un peu l'entreprise. Mais c'est pas forcément un très bon réflexe, dans le sens où si on boycotte une entreprise, un produit, l'entreprise aura plus tendance à arrêter son lien commercial avec son sous-traitant pour aller vers un autre. Et les salariés de ce sous-traitant-là, dont le contrat a été arrêté, vont se retrouver dans une situation encore pire que ce qu'elle n'était avant. Donc, nous, à RHSF, ce qu'on dit, c'est que il faut, au lieu de boycotter, il faut plutôt avoir des actions d'accompagnement, notamment vers les sous-traitants, vers les entreprises. Nous, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on essaye de faire, tout en ayant une vision, en fait, qui est le travailleur en bout de chaîne, de pouvoir lui apporter les conditions de travail dans lesquelles elle mérite, dans lesquelles elle respecte ses droits ses droits et ses libertés. Donc nous, on est plus dans l'accompagnement aussi vers le sous-traitant. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les produits à risque, c'est donc dans les pays comme le Taïwan, Malaisie, etc. Donc ça, nous, on peut aussi
corroborer avec nos actions à nous, ces données-là du Global Slavery Index 2018, on le corrobore avec nos données à nous, nos informations à nous, sur le terrain quand on y va, ou sur des choses qu'on voit où la Malaisie, Taïwan sont clairement des pays à risque. D'accord. Et donc le boycott est donc déconseillé, on l'a bien compris. Alors, quelles sont de ce fait les recommandations qu'on peut suivre en tant que consommateur? Une des premières recommandations que moi j'aimais pour les consommateurs, c'est la première chose, c'est d'essayer d'avoir des achats éclairés. Donc d'essayer de savoir ce qu'on achète. Donc là, avec ces informations-là, que vous pouvez facilement vous procurer du Global Slavery Index, et vous pouvez voir que le textile, ça vient de tel endroit, etc. Donc vous pouvez déjà vous interroger vous-même sur vos actes d'achat. Donc déjà, ça c'est la première chose, c'est de voir quelle est la répercussion de vos actes d'achat au quotidien, sur vos biens de consommation de tous les jours, et de vous renseigner sur ça. Et que si vous voyez des prix trop bas par rapport à un produit, d'essayer de vous poser les bonnes questions. Après, il y a plein de réflexes à avoir. Par exemple, ne jamais acheter de produits contrefaits, par exemple. C'est un des premiers réflexes à avoir. Faire attention à la véracité d'un produit. Quand on fait du tourisme aussi, toujours adopter une posture pour faire attention à notre acte en tant que touriste, essayer de développer plutôt une éthique au niveau du tourisme, mais également on est tous et toutes, on travaille peut-être dans des entreprises ou dans des collectivités territoriales, mais c'est aussi se poser les bonnes questions, essayer de pousser soit notre collectivité territoriale, soit notre entreprise, d'essayer de la pousser à réfléchir, à agir à l'impact de leur achat, l'impact de comment ils produisent leurs biens, etc. Donc essayer de pousser que ce soit les entreprises, collectivités, mais également les comités d'entreprise avec tout ce qui concerne le tourisme. Donc voilà, donc déjà première base l'information, et après la deuxième base d'essayer de pousser son entreprise, d'essayer de voir un petit peu l'impact que l'on a et de voir comment on peut changer notre mode de consommation. Voilà, c'est pareil quand on veut construire une maison ou qu'on fait de la rénovation, toujours se renseigner d'où viennent les ouvriers, est-ce qu'ils ont un contrat de travail, est-ce qu'ils ont les droits respectés, etc., etc. Donc il y a aussi voilà, d'essayer d'avoir une certaine conscience et ne pas aussi s'appuyer que sur le seul critère du prix, voire de la qualité, mais également d'essayer de voir l'impact social derrière un produit. Très bien, alors tout commence par s'informer, donc c'est ce que vous faites déjà aujourd'hui en écoutant ce Facebook Live, donc ça c'est plutôt positif. Et en fin de vidéo, je vous donnerai donc des éléments pour aller plus loin si vous le souhaitez, suite à vos questions. Alors, n'hésitez pas donc à nous poser vos questions dans la partie commentaires de la vidéo, nous allons maintenant les lire pour y répondre. Sachez qu'il y a un décalage d'une dizaine de secondes entre le moment où on voit vos commentaires et les moments où vous les postez. Donc ne soyez pas surpris. Alors on a déjà une première question de Benoît. Donc, bonjour Benoît. Benoît donc, pose la question suivante. Bonjour, quelles sont vos actions du moment contre l'esclavage moderne sur le terrain, en France et dans le monde? Alors, donc, les actions du moment, d'accord. Alors, un des problématiques actuelles est la partie du recrutement des travailleurs migrants, que ce soit en Europe, mais principalement en Asie. Donc vous avez principalement des pays, ce qu'on appelle des pays de destination, où vont travailler certaines donc, personnes. Ça peut être Hong Kong, Taïwan, etc. Et vous avez des pays sources qui sont les pays d'origine des travailleurs. Et donc, entre les employeurs et la main-d'œuvre, il y a souvent des agences de recrutement qui promeuvent des services pour recruter les travailleurs dans les pays et les amener donc, dans un autre pays. Donc, du coup, il y a toute une problématique sur le côté équitable de ce recrutement-là. Souvent, on se retrouve à des situations où un travailleur indonésien, on l'a vu quand on est parti en Indonésie, où il y a des travailleurs indonésiens qui se retrouvent à payer pratiquement 4000 euros les frais de recrutement, tous les frais liés à leur recrutement, 4000 euros. Et donc, ça les amène à s'endetter énormément pour pouvoir rembourser cette dette. Et donc, du coup, ça peut les contraindre à faire des heures de travail excessifs, accepter des conditions de travail moindres, etc. Donc, ça peut les contraindre, ça peut les amener jusqu'à du travail forcé. Donc là, à l'heure actuelle, c'est un des sujets principaux sur lesquels nous travaillons.
Donc là, on est en train de mener des actions pour pouvoir, sur le terrain, pouvoir déterminer des solutions, déterminer des agences d'intérim dites responsables et travailler plus en amont aussi au niveau plutôt des entreprises, des sous-traitants pour pouvoir justement mettre en place des processus de recrutement responsables. Donc ça, c'est un des sujets, on va dire, principal au niveau international, parce que on peut retrouver la même problématique au niveau européen. Et après, au niveau en France, on travaille notamment avec la région pour mettre en place des systèmes Donc, la région Occitanie. la région Occitanie, pardon, pour accompagner, notamment au niveau de l'achat public, accompagner la région Occitanie sur ces sujets-là. Et puis après, on a aussi lancé une permanence. Donc, je vais te laisser Estelle en parler. On a lancé une permanence des groupes de consommateurs et aussi des actions à destination du grand public. Plutôt Estelle Oui. qui porte le projet. Effectivement. Alors sur la permanence, donc c'est un projet tout récent qu'on a lancé cette année. Donc voilà, sur cette permanence, on reçoit en fait les personnes victimes d'esclavage moderne ou les personnes témoins qui pensent avoir vu quelque chose qui les interroge. Par exemple, des personnes qui font appel à une société justement pour faire des travaux chez eux et qui voilà, s'interrogent sur la légalité et le respect des droits des travailleurs. Donc ces personnes-là, on les reçoit, on les écoute et ensuite on détermine l'accompagnement le plus approprié. On met des mots sur ce qu'elles vivent réellement ou sur ce qu'elles ont vu et on met en place, on les oriente vers un accompagnement adapté en fonction de la situation puisqu'il s'agit de données complexes et on a souvent du mal à établir un diagnostic quand on ne connaît pas les termes juridiques. Donc ça c'est pour notre permanence effectivement, donc, qui est basée à Toulouse et qu'on mène en partenariat avec le Comité contre l'esclavage moderne, qui est une association d'accompagnement des victimes d'esclavage moderne depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc ça c'est sur la permanence et puis ensuite voilà, nous avons créé effectivement un groupe de consommateurs engagés contre le travail forcé et le travail des enfants et nous menons en fait des actions de sensibilisation et d'information du grand public et des jeunes pour que chacun puisse bien comprendre ce dont il s'agit, c'est la première étape, et puis ensuite pouvoir agir à son échelle, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment à RHSF, on est convaincu que chacun doit apporter sa pierre et peut le faire pour que demain le monde soit exempt de travail des enfants et de travail forcé. Voilà. Alors, je vois une autre question donc de Raf Reichitz, je ne sais pas si je prononce ça correctement. Alors la question est la suivante, quelles bonnes pratiques pouvons-nous faire afin de sensibiliser le grand public? Donc voilà, j'étais un peu en train de répondre à, en tout cas, nos bonnes pratiques à nous, c'est d'aller à la rencontre des jeunes, parce que c'est aussi c'est un public, c'est la consommation déjà d'aujourd'hui et la consommation de demain. Donc c'est important, et les citoyens aussi d'aujourd'hui et de demain, donc c'est important d'aller à leur rencontre pour leur expliquer ce que c'est et pour leur expliquer que le nouveau smartphone, les nouveaux habits qu'ils s'achètent, tout ça, ça a un impact en fait, parfois qui peut sembler lointain, mais en fait ça a un impact direct sur les personnes qui travaillent pour nous finalement. Donc ça c'est la première chose, et puis ensuite voilà, on organise des événements régulièrement, des événements physiques en France pour sensibiliser le grand public, et puis on donne aussi de l'information en ligne via des Facebook Live, donc ça c'est tout nouveau pour nous, mais on pense reproduire l'expérience. Et via nos réseaux sociaux, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est assez actifs, on publie beaucoup d'informations, donc voilà, c'est une bonne façon de s'informer. Et après aussi, pour s'informer, nous, on a créé un guide sur le travail forcé. Je ne sais pas si tu voulais en parler. Oui, voilà. On a créé un guide sur le travail forcé. En fait, on va vous donner les liens à la fin du Facebook Live. Donc, ce guide sur le travail forcé, ça fonctionne un petit peu comme des questions-réponses. Vous avez tout un tas de questions pour qu'est-ce que le travail forcé, où ça se situe, etc. pour pouvoir vous informer sur ça. Et si vous avez des questions, en fait, on a aussi la possibilité, vous avez la possibilité de nous poser les questions via cet outil-là. Donc aussi, nous, on est aussi là pour prendre vos questions à vous, comme là aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, mais voilà, si vous retrouvez face à quelqu'un, vous voulez en parler, et vous vous retrouvez avec une question que vous ne savez pas, vous pouvez toujours nous l'adresser,
ou venir à notre rencontre et nous, on sera un plaisir d'échanger avec vous sur ça et pour vous donner beaucoup plus d'informations. L'idée, en fait, c'est que le fait d'informer, plus on est, alors je dirais même pas sensibilisé, mais informé, plus on peut agir et plus on peut essayer voilà, d'avoir une voix pour essayer de changer un petit peu les choses. Oui. Et alors prochainement, pour compléter ce guide, on mettra également en ligne une boîte à outils pour les consommateurs, pour que vous puissiez mobiliser, adresser une lettre pour mobiliser votre collectivité ou savoir comment mobiliser votre employeur. Voilà, on mettra en place toute une série d'outils pour vous guider. Voilà, alors, pas d'autres questions à ce que je vois. Un complément de ta part ou on conclut? Pour conclure, je ne sais pas si on va peut-être attendre une petite minute pour voir s'il y a des compléments de questions. Bah, de toute façon, si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions après, qui n'hésitent pas à nous envoyer vos questions. Vous pouvez aussi venir à notre rencontre au bureau. On a une exposition sur le travail forcé à Toulouse, donc située à côté de la place Belfort, rue Caffarelli. Donc pour ceux qui veulent, on a une exposition. Donc vous avez quelques dessins derrière. Donc une exposition de dessins que l'on a réalisé en 2014 avec des dessinateurs qui viennent à travers le monde pour montrer un petit peu le travail forcé. Donc ce que c'est que le travail forcé, le travail des enfants, donc des dessins assez explicites. Voire d'autres un petit peu moins, mais voilà, donc c'est une exposition qui avait été aussi parrainée par Plantu notamment, et qui met aussi en lien la migration, le lien entre tout ce qui est migration et travail forcé. Donc je vous invite aussi à venir participer, venir voir un petit peu l'exposition. Et pour ceux que voilà, ceux que ça intéresse. Je pense que on peut conclure. Oui, oui. Alors, donc en fait, tous les liens vers les ressources dont on a parlé concernant le site internet de RHSF sont en commentaire en fait dans le descriptif de la vidéo. Vous y trouverez également le lien vers l'étude dont on a parlé, le Global Slavery Index. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y reporter pour plus d'informations. Je vois une question supplémentaire. Alors, quelle est la responsabilité des multinationales avec la loi sur le devoir de vigilance? Alors, c'est une loi, c'est vrai que j'ai omis d'en parler, donc tout à l'heure je vous parlais donc de l'impact de cette étude et de l'importation notamment donc des pays du G20 et notamment de la France de biens et de produits, donc parce qu'on produit énormément notamment à l'étranger. Et il y a une loi qui est récente qui date de mars 2017 qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères, qui a en fait pour objectif de responsabiliser les sociétés mères à donc au sein de leur chaîne de sous-traitance, à leur acte d'achat. Donc en gros, donc les sociétés mères doivent mettre en place un plan de vigilance concernant concernant les droits sociaux, les droits environnementaux, et donc mettre en place une cartographie des risques, mettre en place une remontée des plaintes, mettre en place des processus de remédiation en cas de problème. Et donc ça permet aux sociétés mères en fait de vraiment aller voir ce qui se passe dans leur chaîne de sous-traitance, de réfléchir à un plan d'action pour améliorer les conditions sociales et les conditions environnementales. Donc nous on se base principalement sur les conditions sociales, travail forcé, travail des enfants, donc sur ces deux risques. Mais voilà, donc ça permet, donc c'est une vraie avancée au niveau français. Ça concerne les sociétés de plus de 5000 salariés, mais ça a aussi un impact sur leurs sous-traitants, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Donc c'est une avancée unique parce que c'est une des seules lois de ce type-là dans le monde. Donc ça permet vraiment de responsabiliser et de permettre aux entreprises de travailler beaucoup plus en profondeur sur les risques de travail forcé, d'esclavage moderne au sein de leur chaîne de sous-traitance. Nous avons une autre question. Comment peut-on connaître les risques d'un pays? Alors, je pense que la question signifie comment évalue-t-on en fait qu'un pays est à risque? D'accord. Okay. Alors, comment on évalue nous qu'un pays est à risque? Donc, c'est surtout sur nos missions à l'étranger, sur nos missions que l'on fait, sur les analyses carte pays que l'on réalise,
où en fait on va analyser en profondeur chaque pays sur les risques sociaux, sur les risques de travail forcé, du travail des enfants, et d'analyser avec nos partenaires locaux, avec des ONG, des syndicats et d'autres, que ce soit local ou international, donc c'est comme ça qu'on détermine qu'un pays est à risque. Donc il y a des informations également sur notre site internet qui reprennent un petit peu les informations là. Très bien, merci. Alors, question suivante. Avez-vous déjà travaillé en Chine dans les entreprises? Oui, alors on a travaillé en Chine dans les entreprises. On a surtout mené un projet très intéressant durant 2 ans, où en fait on est parti d'une théorie où on se disait qu'on voulait donc mettre en place un système de management responsable au sein d'une entreprise chinoise. Grâce à une entreprise française, on a eu l'ouverture donc d'une usine en Chine de plus de 1000 salariés, où en gros, les travailleurs chinois travaillaient plus de 80 heures. C'était principalement des migrants ruraux qui venaient travailler ici, donc un turnover assez important, donc pratiquement de 100%. Donc des heures de travail assez excessifs. Et donc voilà, donc pendant 2 ans, il y a eu tout un travail où on a été immergé à l'intérieur. Donc ma collègue a vécu pendant 2 ans à l'intérieur même de l'usine pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer le système de management, le système de rémunération surtout, et en fait d'essayer de changer un petit peu le système pour avoir des meilleures conditions de travail, une amélioration des process de santé, sécurité, de formation, etc. Donc en fait, on a vécu cette expérience a montré plusieurs choses, a montré principalement qu'en améliorant les conditions de travail, on améliore également d'autres aspects, d'autres indicateurs financiers pour l'entreprise. Donc en gros, pour vous donner les chiffres, à la fin, il y avait une réduction du temps de travail de 80 à 60 heures par semaine, une amélioration des salaires, une baisse plutôt du turnover de 100 à 5%. Et tout ça, ça s'est accompagné avec une hausse de la productivité, de la rentabilité, de la qualité des produits pour l'entreprise. Donc en fait, c'est vraiment une situation de gagnant-gagnant où en gros, on arrive à montrer que améliorer les conditions de travail n'empêche absolument pas une entreprise de gagner plus d'argent ou de pouvoir survivre. Donc tout au contraire, améliorer les conditions de travail permet une amélioration de la productivité, de la qualité de l'entreprise. Oui, c'était effectivement une belle réussite que ce projet en Chine pour RHSF. Et RHSF continue d'agir en Chine d'ailleurs et à Taïwan. C'est ça. Et en fait, de cette expérience-là chinoise, ce qui est intéressant, c'est que on a donc tout un. Maintenant, on développe, on essaye de diffuser cette information-là, de diffuser cette méthodologie-là, cet outil-là, cette connaissance que nous avons, d'essayer de la diffuser au plus grand nombre pour que de plus d'entreprises, plus de sous-traitants mettent ça en place. Donc, c'était pas juste un one-shot où on a fait ça et on a prouvé, et voilà, mais il y a une continuité derrière. On repart en Chine pour essayer de former les entreprises, pour essayer voilà, d'avancer encore avec d'autres et pour diffuser l'information. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. Voilà, donc nous allons conclure ici. Je pense que vous avez compris qu'en tant que consommateur, comment agir, eh bien, s'informer, c'est la première chose. Et ensuite, mobiliser aussi d'autres acteurs, dont les entreprises, les collectivités, excusez-moi, qui peuvent donc agir. Une autre manière aussi pour vous d'agir, c'est d'adhérer, de rejoindre des mouvements qui luttent en fait contre ces phénomènes, contre l'esclavage moderne notamment. Vous pouvez notamment adhérer à Ressources Humaines Sans Frontières si vous le souhaitez. Donc, je vous invite à visiter notre site internet, à voir si nos actions dont on a un peu parlé déjà vous convainquent. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions et nous serons ravis d'en parler avec vous. Mais effectivement, plus il y a d'adhérents, plus nous avons de poids quand nous nous adressons à des acteurs, entreprises, collectivités, etc. pour les encourager, les inciter à agir concrètement sur le terrain. C'est ça. Donc on vous invite à adhérer parce que adhérer, c'est déjà montrer pour vous votre engagement. Donc une adhésion, c'est 25 € à l'année, 25 € pour les étudiants et les chômeurs. Donc c'est pas financièrement, c'est 5 € pour les étudiants et les chômeurs, 25 € pour les autres. Voilà, ça n'entraîne pas un grand engagement financier, mais c'est un acte pour vous de vous engager vers une cause. Et c'est un acte aussi pour nous
pour pouvoir avoir beaucoup plus de poids. Et ça nous permet aussi ça nous permet de pouvoir mener ces actions-là, de pouvoir aller sur le terrain, de pouvoir vous donner encore plus d'informations pour pouvoir agir beaucoup plus en profondeur pour que, je vous répète, la vision que je vous ai dite au tout début, notre vision à nous, c'est que chacun puisse vivre dignement de son travail ici et là-bas. Donc voilà, donc l'objectif vraiment c'est ça, et que plus on sera nombreux, plus on pourra porter la voix et plus on pourra agir en profondeur sur les causes et éradiquer ces phénomènes-là. Donc voilà, on vous remercie. Voilà, merci à tous pour votre participation. Donc, c'était notre premier Facebook Live. Nous espérons reproduire l'expérience dans 2 ou 3 mois en fonction de l'actualité. N'hésitez pas à nous suivre donc, sur les réseaux sociaux, à nous faire part de vos impressions ou de vos suggestions pour le prochain Facebook Live en commentaire. Et voilà, et à bientôt alors. Merci. Merci, au revoir.